Bonjour à celles et ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Donc, je me présente, je suis Sarah Talaïti, je suis responsable des programmes au sein de Willa. Willa, c'est un incubateur qui est dédié à la mixité dans l'entrepreneuriat. Donc, nous accompagnons des femmes et des équipes mixtes dans leurs projets entrepreneuriaux. On accompagne généralement des femmes et des équipes mixtes dans des projets qui sont complètement multisectoriels. Ça va de l'idée jusqu'à la croissance de la start-up. Donc, on a plusieurs programmes. On s'est rendu compte il y a quelques années qu'il y avait des verticales et des domaines dans lesquels les créations d'entreprises étaient encore où les femmes étaient encore moins nombreuses dans la création d'entreprises. Donc, dans ces domaines, on a voulu intervenir sur des programmes spécifiques. Alors, il y a une verticale qu'on a créée dans le sport, une autre dans la finance, et il y a 2 ans, on a voulu intervenir en deep tech. En deep tech, notamment parce que les femmes qui créent des entreprises dans l'univers de la science et des technologies de rupture sont encore moins nombreuses que dans les domaines, les autres domaines. On a par exemple, on a trouvé quelques chiffres dernièrement et on a par exemple trouvé que dans le secteur de l'IA, les fondatrices n'étaient que 2,8%, ce qui n'est pas beaucoup. On a donc ce programme qui a lieu le 19, 20 et 21 novembre, qui est à destination des femmes scientifiques, ingénieurs, étudiantes dans la science, doctorantes, chercheuses, qui souhaitent du coup baser leur business sur une technologie de rupture et qui souhaitent travailler sur cette idée, sur ce projet-là pendant 3 jours pour monter à la fin une start-up. On a une alumni de ce bootcamp qui est Jeanne, qui est présente une gagnante. Et une gagnante d'iLab également. Mais même du bootcamp. Et du bootcamp. Mais je te laisserai vraiment te présenter plus en détail. Et du coup, dans le cadre de l'organisation de ce bootcamp, on a voulu se mobiliser une communauté de chercheurs, de chercheuses, mais beaucoup plus large, pour se poser la question de la place des femmes dans la science, dans l'entrepreneuriat lié à la science. Et c'est pourquoi on a voulu organiser 3 tables rondes sous la forme de webinaires du fait du contexte actuel. Un premier webinaire sur l'IA, les technologies, la mixité, un second sur les femmes et les carrières scientifiques et un troisième pour clore cette programmation sur l'entrepreneuriat féminin dans la deep tech. C'est pour ça qu'on a convié 3 représentantes et 3 fondatrices de start-up dans ce domaine-là, que je vais laisser maintenant parler parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Et donc, je vais vous laisser vous présenter et puis après, on va échanger sur la création de votre activité, les challenges spécifiques à votre activité, l'entrepreneuriat féminin dans la deep tech. Et puis, on laissera les participantes et les participants vous poser des questions par la suite. Donc, je vais laisser la parole, pas la place, à Morgane pour commencer. Très bien. Merci Sarah. Alors moi merci pour cette invitation. Moi, je suis contente de participer à cette table ronde en tant qu'invitée. Donc moi je suis Morgane Rousselot, je dirige une société biopharmaceutique qui s'appelle Cibilife Biotech et c'est une société biopharmaceutique qu'on a créée en mars 2019 avec 3 autres associés. Alors on se situe en Bretagne, plus exactement à Roscoff, donc tout au bout là-bas, au nord, la pointe bretonne, et on développe des petites molécules capables de déprogrammer la mort cellulaire. Et on développe ces molécules pour traiter des pathologies sévères. Alors des pathologies sévères, qu'elles soient aiguës dans l'insuffisance rénale et hépatique aiguë ou chroniques aussi, les maladies neurodégénératives ou encore les pathologies oculaires comme la DMLA. Parfait, merci beaucoup. Muriel? Bonjour, et merci pour cette invitation. Donc, mon nom est Muriel Thomas.
Je suis chercheur, directeur de recherche à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique et de l'environnement. Je suis cofondatrice d'une future start-up qui n'est pas encore créée, mais qui est en train d'être incubée dans un incubateur de Paris-Saclay qui s'appelle Incub-Alliance. Donc, clairement, c'est encore au stade de projet. Et le projet de cette start-up, qui n'a pas encore de nom, vous voyez, elle n'est pas encore tout à fait existante, c'est de créer des nouveaux aliments innovants qui vont être dédiés à des adultes qui souffrent de dénutrition. Donc, qui sont ces adultes? Eh bien, ce sont principalement des personnes âgées ou des personnes qui ont subi des traitements très lourds, type chimiothérapie, et qui ont perdu à la fois l'envie, le goût ou les capacités de manger. Voilà. Et donc, on est en train de créer des nouveaux aliments. Nous sommes 2 cofondatrices. Et donc, vous voyez que nous sommes des femmes, en fait, à l'origine de cette nouvelle start-up. Merci beaucoup, Jeanne. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci évidemment pour l'invitation. Donc, je m'appelle Jeanne Volatron, je suis la présidente de la société Everzome. Donc, on travaille en particulier sur des outils biologiques qui s'appellent des vésicules extracellulaires et qui sont beaucoup utilisés en particulier dans le cadre de la médecine régénérative comme nouvelle approche thérapeutique. Et nous, on se positionne vraiment comme fabricants de ces outils biologiques qui sont à destination de l'industrie pharmaceutique, qui vont développer des nouvelles thérapies avec. Et on se positionne comme fabricant grâce à une technologie de production, d'augmentation de rendement qui a été inventée par le laboratoire Matières et Systèmes Complexes. Donc, c'est le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse, que j'ai soutenue en 2018. Et suite à ça, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure Everzone. Donc, on a créé la société en septembre 2019. On est 6 cofondateurs, dont les 4 chercheurs qui sont à l'origine de cette technologie. Et j'ai eu la chance de participer au bootcamp Willa il y a 2 ans, il me semble. Voilà. C'est exactement ça. Julie, je te laisse t'introduire parce que tu n'étais pas encore arrivée quand j'ai pris la parole. Du coup, Voilà. je n'ai pas parlé de toi. J'arrive même à être en retard en Zoom. Je crois que je considère que c'est un exploit de cette période. Bonsoir à toutes. Ouais, je crois à toutes. Donc, je m'appelle Julie Rousseau. Je suis consultante et experte en résidence chez Willa parce que je suis moi-même ingénieure et que j'ai expérimenté un certain nombre de choses dans un écosystème qui ne s'appelait pas encore l'écosystème Deep Tech à cette époque-là. Moi, j'ai contribué à l'émergence, à la création de ce bootcamp que j'ai animé il y a 2 ans, que je vais réanimer dans 1 mois et demi, ce qui est toujours une source de joie, surtout quand on arrive, vous voyez, à garder les gens dans la communauté et puis à en faire venir des nouveaux. Voilà. C'est un peu notre objectif. Tout à fait. De construire une communauté toujours plus grande et plus forte. Donc, vous êtes réellement les bienvenus, même les personnes qui ne veulent pas forcément participer au bootcamp, mais vous êtes les bienvenus pour échanger avec nous sur ces sujets-là et c'est vraiment ce qui nous intéresse dans l'organisation de webinaires et de conférences. Donc, on va pouvoir commencer. Et la première question que j'ai que je pense les personnes qui participent à cette conférence ont également, c'est vous avez toutes à la base un profil de scientifique, vous avez tout un doctorat. Pour Morgane et pour Jeanne, vous vous êtes lancée directement après votre doctorat. Pour Muriel, ça a été un peu plus tard. Mais justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce switch? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat et que vous n'avez pas forcément poursuivi une carrière de scientifique dans la recherche? Je vais laisser peut-être la parole à Jeanne et Morgane pour commencer, qui elles ont commencé du coup directement après le doctorat. Du coup, oui, je vais commencer. Donc, moi, j'ai fait ma thèse, comme je le disais, au laboratoire Matières et Systèmes Complexes. Et c'est vrai que pendant les 2 premières années, voire 3 premières années, j'étais un peu sûre de continuer le parcours classique chercheur, c'est-à-dire post-doctorat et puis après passer les concours maître de conférence ou CNRS.
Et en fait, pendant ma 3e année de thèse, j'ai eu l'opportunité de suivre un séminaire qui s'appelle Valorisation de la recherche par la création d'entreprises, qui est organisé par le CNANO, qui est un DIM, et il fait partie d'un DIM, et animé par Éric Langronier. Et c'était au tout début, enfin, c'est là vraiment que j'ai eu le déclic parce que, bon, au tout début, évidemment, je n'ai rien compris parce que j'y suis allée vraiment par curiosité et j'avais aucun bagage et en termes de vocabulaire, c'était vraiment difficile pour moi. Et au bout de 3 jours, je me suis dit, bon, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis, j'en ai parlé avec mon laboratoire. Et après, ça a été des discussions et une opportunité aussi, une belle occasion de valoriser une technologie sur laquelle je n'avais pas travaillé pendant ma thèse, mais qui avait été brevetée au laboratoire et qui, pour l'instant, cherchait aussi quelqu'un pour développer la boîte. Donc, ça a été une jolie coïncidence. Voilà. Ok, d'accord, merci. Morgane? Alors oui, moi c'est un petit peu comme Jeanne, hein. D'abord, ça a été une opportunité. J'ai eu la chance de travailler sur un sujet de thèse qui était plutôt un sujet de recherche appliquée. Donc je travaillais sur une hémoglobine d'origine marine pour en faire un transporteur d'oxygène pour des applications thérapeutiques. Et mon directeur de thèse avait déjà en tête de valoriser ses travaux de recherche en créant une start-up. Et il m'a embarqué dans l'aventure entrepreneuriale avec lui. Et je pense que là, j'ai été piquée du virus de l'entrepreneuriat parce que c'est devenu un besoin en fait. Donc, dans cette société qu'on a créée avec mon directeur de thèse en 2007, donc c'est la société Emarina. Donc, j'ai pu participer au développement de cette hémoglobine. Et puis, en 2015, je me suis dit que j'avais atteint mon objectif. Et là, il fallait que je trouve un autre sujet sur lequel me positionner. Et je suis partie en Suisse travailler dans une société, la société Toleris. Et là, j'ai travaillé sur un sujet complètement différent, mais toujours en biotech santé. On travaillait sur le repositionnement thérapeutique du vaccin BCG pour traiter des maladies inflammatoires chroniques. Et puis bon, là, malheureusement, voilà, on n'a pas pu lever les fonds au moment où on en avait besoin. Donc, j'ai dû quitter le projet. Et puis, j'ai testé le milieu industriel et ça a confirmé que j'avais vraiment besoin de nouveaux défis, en fait, de challenge. C'est devenu un moteur pour moi, pour vraiment pour que ça me plaise au quotidien, pour m'y retrouver. Et le milieu industriel, tout ce formatage et tout ce que j'ai pu faire en milieu industriel ne me convenait pas. En fait, je n'étais pas faite pour ça. D'un point de vue caractère, ça ne me convenait pas. Et du coup, j'ai cherché à me positionner sur un autre projet innovant. Et l'équipe à l'origine des travaux de recherche que je valorise aujourd'hui dans CB Life cherchait justement un profil un peu entrepreneur, quelqu'un qui allait prendre leurs travaux de recherche en main pour les valoriser et les mener le plus loin possible en développement clinique. Et aujourd'hui, donc, je me retrouve à diriger la société CB Life et à mener ce nouveau défi entrepreneurial. Donc, c'est devenu d'une opportunité, c'est devenu un vrai besoin, un vrai moteur. Voilà, j'ai besoin de relever des challenges et des défis de ce type-là. On dirait même une vraie nécessité professionnelle, puisque finalement, tu es aujourd'hui sur un projet sur lequel scientifiquement, à la base, tu n'as pas travaillé, mais que tu portes en tant que directrice générale. Muriel, toi, c'est un peu différent. Le processus, il n'a pas été le même, puisque tu as vraiment travaillé en tant que scientifique plusieurs années. Et ce n'est que maintenant que tu as choisi de développer une start-up. Pourquoi, du coup? Oui, en effet. Oserais-je dire le nombre d'années? Allez, je me lance. J'ai passé ma thèse il y a 26 ans. Vous voyez, il y a J'ai eu prescription. mon diplôme d'ingénieur il y a 20 ans, donc vraiment, sens-toi à l'aise. On est la caution senior de Voilà, c'est ça. univers. Voilà, c'est ça. Donc, il y a prescription sur la soutenance de thèse. En fait, j'ai eu un parcours extrêmement académique pendant de très nombreuses années, avec des sujets plutôt en recherche fondamentale sur la régulation de l'expression des gènes, sur les effets, par exemple, des microbiotes intestinaux ou pulmonaires sur les épithélias digestifs ou respiratoires. Donc voilà, donc c'était extrêmement académique. Donc pendant cette période-là, de au moins 30 ans, eh bien, mes principales missions étaient de produire des résultats, de trouver des financements et de publier ces résultats et les communiquer à la communauté scientifique. Et puis, il y a 5-6 ans, j'ai commencé à déposer des brevets parce que j'ai un environnement qui est
assez aidant pour ça, et notamment à l'INRAE. Hein. Et du coup, j'ai commencé à déposer des brevets, à comprendre la vie d'un brevet, et qu'après avoir déposé un brevet, il fallait trouver des industriels pour céder des licences d'exploitation. J'ai également du coup commencé à postuler pour des appels d'offres de type prématuration, maturation, notamment à la SAC de Paris-Saclay. Donc en fait, ça a été un processus, je vais dire, assez long, doux, qui petit à petit m'a fait passer de la valorisation des résultats uniquement sous forme d'articles scientifiques à la valorisation de résultats sous forme de brevets et de transfert de technologie ou de transfert de licences d'exploitation à des industriels. Et puis, il y a un brevet auquel je tiens peut-être un petit peu plus que les autres. Et j'étais un petit peu triste à l'idée de céder ces bactéries d'intérêt qui sont des probiotiques que je trouve intéressants, de les céder à des industriels. Et là, du coup, je me suis inscrite à une formation qui était proposée par l'incubateur Incub'Alliance. Donc, cette formation a été payée par l'INRA. J'ai eu 2 mois de formation. Cette formation, elle s'appelle Genesis Lab. J'ai même fait le Genesis Light de 6 jours, le Genesis Lab de 2 mois. Vous voyez, je prends toujours le temps de faire les choses. Et après la formation, eh bien, je suis entrée en incubation pour le projet de start-up. Donc là, je suis en phase Genesis 22, puisque en fait, ça doit faire 6 mois que j'ai commencé mon incubation pour la start-up. Voilà. Donc, c'est un parcours plutôt doux, progressif, de l'académique à l'appliqué, au transfert. Merci beaucoup, Muriel. C'est vrai que on dit souvent que monter un projet entrepreneurial, ça pose plein de difficultés, qu'il faut avoir les reins solides pour devenir entrepreneur. Et j'ai entendu aussi que quand on monte un projet entrepreneurial dans la deep tech, il y a des challenges spécifiques. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des challenges spécifiques? Est-ce que vous pourriez m'en citer un que vous trouvez important, chacune de vous, pour notamment informer les participantes et les participants qui aimeraient se lancer, pour leur donner à voir un petit peu ce qui les attend sur le chemin de la création d'entreprise? Je peux donner la parole à Morgane, par exemple, pour commencer. Oui, alors moi, la difficulté, ce que j'ai trouvé difficile, en fait, c'est de trouver des financements. C'est un peu le nerf de la guerre. Et dans ce type de projet, il faut faire financer les différentes étapes du développement et pas par une seule levée de fonds. Il faut en faire plusieurs. Et du coup, il faut convaincre des investisseurs d'investir dans ces projets qui sont à haut risque. Alors, on développe des innovations de rupture, donc des choses qui sont complètement nouvelles, qui n'existent pas. Donc, ils n'ont rien, ils n'ont pas de repères, en fait. Et puis, en plus, c'est hyper risqué. Il y a quand même beaucoup d'échecs, donc il faut arriver à les convaincre que notre innovation de rupture est celle qui va fonctionner. C'est un vrai challenge, en fait. C'est ce que je trouve être le plus compliqué aujourd'hui. Tu as pu, justement, tu disais que pour ton projet que tu as développé en Suisse, vous n'avez pas réussi à lever de fonds. Tu penses que c'est dû à quoi? Alors, sur la deuxième société dans laquelle j'ai travaillé, chez Toleris, effectivement, on n'a pas réussi à lever des fonds au moment où on en avait le plus besoin. Pourquoi? Parce qu'on a eu un résultat négatif. Voilà, un résultat négatif sur un modèle animal qui n'était pas le résultat attendu. Et puis voilà, on était vraiment short en termes de trésorerie et on n'a pas pu refinancer une autre étude pour essayer de comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné alors que tous les résultats auparavant étaient bons. Donc, un mauvais résultat au mauvais moment et puis voilà, patatras, les investisseurs n'y vont pas et voilà, c'est ça qui est compliqué et ça reste de la science. Hein, donc voilà, ça reste aussi aléatoire. Il y a des risques. Il y a des risques liés à l'expérimentation. Hein, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ce n'est pas parce que le produit ne fonctionne pas, mais voilà, on n'a pas eu de chance à ce moment-là. Et du coup, voilà, eux n'ont pas pris, du coup, les investisseurs n'ont pas pris le risque de nous suivre.
Parce que justement, il y a aussi ce tournant de développement qui fait que tu dois passer par plusieurs cycles de financement et qu'à certains moments, si ton cycle de financement est terminé et que ton projet est encore en recherche, ça peut être difficile. Et c'est aussi pour ça que la recherche de financement est quand même très spécifique dans les startups deep tech. Jeanne, je te laisse la parole. Moi, je pense que alors, c'est pas forcément un point difficile, mais un des challenges, c'est vraiment de bien s'entourer, de monter une équipe solide en qui on a confiance et pas qu'une équipe, mais aussi tout l'écosystème, tout notre écosystème, notre environnement de la boîte, que ce soit le comité stratégique et même l'incubateur, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose de pas forcément difficile, mais déterminant. Vous avez fait comment, vous, pour monter votre comité stratégique? Vous êtes entouré comment? Alors nous, déjà, on est 6 cofondateurs et ensuite sur le comité stratégique, on a choisi d'avoir vraiment des personnes spécialisées dans la biotech, donc c'est notre écosystème aussi, qui peuvent nous conseiller là-dedans. On a rencontré pas mal de gens. Je pense qu'il y a une question de feeling humain qui est hyper importante et voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, sachant qu'on a changé aussi de comité stratégique, on n'avait pas forcément les mêmes personnes tout au long de la vie d'Everzome. Et là, je pense qu'on est sur un comité stratégique composé de 6 personnes, dont nos investisseurs aussi. Et il y a un équilibre assez important, assez agréable. Et d'ailleurs, demain, on a notre première réunion en présentiel avec tout le comité stratégique. Donc, je suis super contente. Et vous portez tous des masques. Et on va porter tous des masques, bien évidemment, et s'asperger de gel hydroalcoolique. Muriel, quels sont les challenges pour toi spécifiques à... J'ai pas encore recherché vraiment de financement puisque je vous ai dit que le projet il est encore en émergence. Mais peut-être de façon un peu naïve, je ne crois pas que ce soit quelque chose de très nouveau pour moi d'apprendre à chercher des financements ou d'apprendre à convaincre en fait. Parce que ça, c'est un peu le lot quotidien du chercheur. On doit déposer des projets pour répondre à tel ou tel appel d'offres. Donc en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé depuis des années. Apprendre à convaincre, apprendre à trouver des financements, essayer de caler les financements en fonction des objectifs à un moment donné. Ça, c'est vraiment mon lot quotidien. Donc, curieusement, ce n'est pas ce que j'envisage comme étant difficile. Pour moi, la difficulté, elle est liée à mon parcours. C'était en fait de quitter un peu un métier que je savais faire, quitter un peu une zone de confort, le labo dans lequel je suis depuis 20 ans et où je me trouve bien. Donc, apprendre un nouveau vocabulaire, apprendre à dire un projet qui est en émergence alors que d'habitude, on attend d'avoir fait la publi avant de communiquer. Donc, voilà, c'est changer en fait ces habitudes-là. C'est apprendre... oui, à parler du projet à des personnes, par exemple, moi, ça va être des EHPAD ou des personnes comme ça. Je n'avais jamais passé comme ça des coups de téléphone à des personnes, on va dire, non scientifiques pour faire un projet, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'était très nouveau. Ça n'a pas été vraiment une difficulté, mais c'est quelque chose que je n'ai pas fait naturellement. Donc, j'ai apprécié d'être accompagnée par l'incubateur pour avoir des outils, pour me former. C'est vrai qu'il y a un changement de vocabulaire à adopter que vous avez dû toutes finalement apprendre à parler à quelqu'un qui ne comprend pas forcément la technologie, qui ne comprend pas derrière le produit que vous avez développé, à donner des termes un peu plus familiers, à simplifier en tout cas les concepts pour les rendre accessibles à des industriels qui sont peut-être spécialistes du domaine, mais pas de votre innovation. Et est-ce que vous avez trouvé ça dur, Jeanne, Morgane, ce changement de vocabulaire? Oui, je pense que c'est quelque chose de pas du tout évident au début. Et
Et c'est pour ça, je pense qu'il y a un écosystème aussi qui est super riche en termes de formation, d'accompagnement. Je pense aux incubateurs, je pense le bootcamp Willa, il sert aussi à ça. Il y a d'autres organismes aussi qui permettent de nous accompagner. Et en fait, nous, avec mon associé, donc je dis encore une fois qu'on est 6, mais on est 2 en fait en opérationnel 100%. Et donc mon associé qui s'appelle Nicolas, on a vraiment œuvré et travaillé tous les deux à développer la boîte depuis maintenant presque 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, tous les deux, on est primo-entrepreneurs. Donc c'était la première fois qu'on faisait ça et on savait pas le faire. Je dis pas que je sais le faire maintenant, mais en tout cas, j'ai avancé depuis il y a 2 ans. Et en fait, on a passé vraiment 1 an à se former pour apprendre tout ce qui est le vocabulaire, mais aussi quelque part les bonnes pratiques, rencontrer des gens, rencontrer l'écosystème, tisser un environnement en fait favorable, que ce soit financier ou juste nous, parce que effectivement on rencontre tous les jours, enfin pas tous les jours, mais assez souvent des spécialistes qui vont être des spécialistes juridiques en finance, en comptabilité, etc. Et on doit avoir les clés pour parler avec eux en fait. Et c'est ça la difficulté, je pense, c'est d'avoir ces clés-là et d'utiliser le bon vocabulaire. Tout à fait. On dit souvent que le métier d'entrepreneur, ça s'apprend. Beaucoup de gens ont des représentations à la Mark Zuckerberg, des ténors de l'entrepreneuriat qui seraient nés en étant entrepreneurs. Mais nous, chez Willa, c'est un travail qu'on a avec les entrepreneurs et Willa est là aussi pour ça. Julie, tu pourras me compléter sur le sujet, mais de travailler à donner des clés et en fait de former les personnes à l'entrepreneuriat parce que ça s'apprend. C'est un vocabulaire, mais c'est une posture aussi qui s'apprend. Morgane, tu en penses quoi? Alors oui, tout à fait. C'est pas inné hein, de devenir entrepreneur, ça s'apprend. Il faut apprendre déjà à vulgariser son discours, alors surtout quand on est scientifique. Et ça, c'est compliqué hein, de s'adresser à un public de non scientifique. Et puis encore plus compliqué de s'adresser à un public de financiers parce qu'il faut aussi comprendre leur vocabulaire, alors quand on parle de seed, de série A, quand on rentre dans le business plan avec le retour sur investissement. Enfin voilà, il faut comprendre ce que eux demandent et adapter du coup ce projet très scientifique à ce public qui est très différent aussi en fonction des différentes étapes du développement. Au départ, on va s'adresser à des investisseurs plutôt type business angel, donc qui ne connaissent pas la technologie, mais qui ne sont pas non plus des investisseurs spécialisés dans des fonds santé, à qui là, on va devoir parler plus du développement clinique. Donc oui, il faut apprendre à s'adapter à son public, à son auditoire. Et ce n'est pas inné. Et on a besoin effectivement d'être accompagné, d'apprendre à pitcher et aussi de suivre des formations en comptabilité, des formations plutôt juridiques, sortir de sa zone de confort clairement et puis de se faire accompagner. C'est important aussi de ne pas hésiter à se faire accompagner d'experts quand on sent que voilà, ça sort complètement du domaine de compétences et qu'on ne va pas pouvoir s'adapter à ce nouveau vocabulaire. Il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner. Merci beaucoup. Alors, on dit souvent aussi, quel que soit le projet entrepreneurial, que c'est important de s'associer, que c'est bien de monter un projet à plusieurs, bon, à 2 ou à plus, parce que ça permet d'échanger, de collaborer et même de travailler en complémentarité. Est-ce que vous pensez que c'est plus important de s'associer dans un projet d'e-tech, ça l'est tout autant? Et vous, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous êtes associé sur vos projets? Quel rôle vous avez? Je peux laisser la parole à Muriel pour commencer. Ok. Donc, oui, j'ai des partenaires assez bien identifiés. Donc, Odile de Christen qui va diriger la start-up, qui est spécialiste de la gestion de projets, notamment à l'international. Donc, voilà, elle apporte tout le rationnel en fait d'une gestion de projet, d'un suivi de projet.
Pour réussir en fait cette association, eh bien, on travaille aussi avec l'incubateur, hein. C'est-à-dire qu'elle est aussi entrée en formation avec l'incubateur. Donc là aussi, une association, ça peut se travailler. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Après, j'ai des partenaires de terrain qui ont déjà travaillé avec des aliments innovants à partir desquels je veux de nouveau innover. Donc, ce sont des partenaires qui sont responsables d'un EHPAD ou des partenaires qui sont responsables d'une cuisine expérimentale. Voilà. Donc, on apprend. Il y a aussi un médecin qui est chef de clinique, gastro-entérologue et nutritionniste. Donc, pour l'instant, c'est l'équipe avec laquelle on travaille. Donc, évidemment, avec l'épidémie, ce n'est pas forcément si simple parce que vous imaginez bien que les directeurs d'EHPAD et les médecins, eh bien, ils ont un emploi du temps qui les dépasse complètement. Mais malgré tout, on arrive à travailler. Et je voudrais revenir sur une remarque de Jeanne, je crois, que Jeanne a faite au début. C'est vrai que il faut de l'énergie, il faut de la science, il faut savoir communiquer, mais il faut aussi beaucoup d'humains. Voilà. Et si vous êtes bien avec votre équipe, eh ben, bon an, mal an, le projet il avance en fait. Et ça, il faut vraiment aussi le travailler. Voilà, moi j'ai appris à écrire des choses sur mes valeurs, sur nos valeurs communes, etc. C'est la première fois que je faisais cet exercice. Et ça aussi, le côté humain qui est tout à fait fondamental et au cœur de l'entreprise, eh bien, ça se travaille aussi. On est totalement d'accord avec vous. Cette partie sur les valeurs, je trouve, c'est aussi un point important qu'on travaille pendant le bootcamp parce que, même si les projets Deep Tech n'ont pas le projet de Muriel de ce point de vue-là peut-être un aboutissement marché plus spécifique, mais clairement c'est des projets qui répondent à des problèmes aussi, et tout ce travail sur qu'est-ce que c'est un bon problème à résoudre, etc., ça fait aussi partie des choses qu'il faut reprendre. Et sur la posture, moi je me demandais si vous faisiez un lien dans ce parcours, qu'est-ce qui finalement a le plus pesé? Est-ce que c'était le fait d'être une femme ou est-ce que c'était le fait d'être un scientifique, si je puis dire, dans le sens où parfois on a l'impression que c'est un cumul de, pardon, mais de handicap. Vous me posez la question à moi, Julie? Je pose la question, je laisse flotter ma question à qui veut bien la saisir. J'ai l'impression que Jeanne n'est pas d'accord avec moi. Ah, alors je laisse Jeanne répondre. Je suis pas, non, je suis pas, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi du tout. Je pense que c'est, je sais pas si je le vois comme en fait, c'est plus le vocabulaire handicap de scientifiques et femmes. Où, en fait, j'en sais rien. Je pense que c'est aussi une association qui dans l'équipe, amène quelque chose d'important. Enfin, je le vois plus comme ça, plus comme des parcours, des personnes complémentaires que des handicaps. Mais je laisse Morgane et Muriel peut-être apporter aussi leur vision des choses. Alors, moi, je l'ai pas vécu, je le vis pas aujourd'hui en tout cas comme un handicap. Alors peut-être il y a quelques années, oui, ça aurait été le cas, mais je trouve que les mentalités ont quand même beaucoup évolué à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans notre milieu d'entrepreneurs deep tech, mais est-ce que je me demande aujourd'hui si ça n'a pas été un atout pour mon projet en fait, que si ce projet-là avait été porté par un homme, est-ce qu'il aurait eu autant d'impact dans ce milieu très, très masculin? Bon, je sais pas, et je l'ai pas vécu comme un handicap, en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être plus comme un atout. Est-ce que tu sous-entends du coup? Pardon. Ah pardon. Ouais, non, je vais me rebondir dessus. En fait, je faisais allusion à ça par rapport vraiment à la question de la posture, où quand on évolue dans le milieu des startups, on croise beaucoup de gens avec énormément d'assurance. Une assurance qui est parfois pas directement proportionnelle à leur réussite technologique, et en tout cas pas directement corrélée. Et c'est vrai que quand on évolue aussi dans le milieu scientifique, on s'aperçoit que la parole scientifique est une parole qui est extraordinairement mesurée. Elle pèse beaucoup ses mots, elle exprime des choses, elle essaie en tout cas de s'exprimer avec une grande précision et de ne pas s'avancer.
Il y a ce qu'on a prouvé, il y a ce qu'on espère prouver, mais les deux ne se confondent jamais. Et dans l'écosystème startup, c'est plus ça qui me fait dire que peut-être le fait d'être ce qui raconte autant de choses, enfin peut-être que le fait d'être un scientifique peut être en termes de posture un peu un enjeu, et ce qui dit autant de choses d'ailleurs de l'écosystème startup que des scientifiques, voire peut-être plus. Et du coup, d'où l'importance de l'équipe en fait. Alors il y a un porteur de projet, mais il y a toute une équipe derrière, et je pense que de mes 3 expériences entrepreneuriales, je pense que l'expérience CB Life est peut-être la meilleure en termes d'équipe. Et justement, il y a les scientifiques, et puis moi j'arrive, alors j'ai une compétence en sciences, mais j'arrive surtout sur ce projet-là avec une compétence entrepreneuriale. Et du coup, chacun a sa place, et je pense que ça crédibilise beaucoup le projet d'avoir voilà, des scientifiques derrière la technologie, des scientifiques qui assurent, qui sont reconnus par la communauté scientifique, et puis quelqu'un qui a déjà une expérience entrepreneuriale, qui sait, voilà, qui sait à peu près comment développer la start-up pour l'amener jusqu'où on souhaite l'amener. Et du coup, cette équipe ouais, crédibilise vraiment le projet auprès des gens à qui on a besoin de vendre, entre guillemets. Ouais. Mais en fait, Julie, je pense, enfin, je comprends, je pense que j'ai peut-être pas bien compris, mais là, je comprends vraiment ce que tu voulais dire. Et en fait, je pense que c'est ce que le point de Muriel aussi, qui était la difficulté, je pense, de passer de la recherche où on écrit des papiers, où on a démontré tout ça, etc., à l'entrepreneuriat où on est plutôt dans raconter une histoire. Et en France aujourd'hui, et en particulier aussi dans le métier de chercheur, il y a une grosse culture anti-bullshit. Qu'on apprécie vivement pour Oui, d'autres. et du coup, c'est difficile, mais il y a un podcast justement de Déclic qui en parle de ça, et c'est assez intéressant de ce positionnement des chercheurs et le fait de pouvoir raconter une histoire sans se décrédibiliser, quoi. D'être dans la mesure tout en essayant d'envoyer du rêve. Exactement. C'est ça qui est finalement un petit peu compliqué. Je voulais vous poser une question, mais je pense que Julie l'a quand même posée finalement au travers de sa question de vous en tant que femme scientifique, comment vous vous êtes sentie au niveau de l'entrepreneuriat, et est-ce que vous pensez que ça a changé quelque chose? Mais j'aimerais quand même avoir votre petite réaction, parce que je me rappelle que quand on a préparé cette conférence, j'ai eu des réactions qui m'ont intéressée et que je voudrais bien partager avec les participantes. Est-ce que vous pensez que les choses auraient été différentes pour vous, votre start-up, si vous aviez été un homme? Je laisse Muriel répondre à cette question en premier. Ok. Alors, j'y ai réfléchi pendant le week-end et ma réponse est la même en fait. Je ne peux pas répondre. Clairement, je ne peux pas répondre. Ben voilà, je suis une femme. Souvent, quand je me présente, en plus, je le précise. Je dis, ben voilà, je suis une femme. Donc, vous voyez, ça, évidemment, ça fait partie intégrante de moi. Évidemment, toute ma vie aurait été différente si je n'avais pas été une femme. Donc, j'arrive pas à m'imaginer comme un homme exactement dans la même situation, parce que ça n'aurait pas été possible. Alors après, est-ce que le parcours d'une femme en sciences est plus compliqué que le parcours d'un homme? Bah ça non plus, je sais pas vraiment répondre. J'ai pas l'impression d'avoir eu des difficultés, particulièrement parce que j'étais une femme en fait. Voilà, j'ai jamais vraiment eu le sentiment de souffrir de ça. Il y a peut-être juste quelque chose que parfois j'ai senti ou je me suis dit, j'ai l'impression qu'une femme au labo doit en faire plus pour convaincre qu'un homme. Et c'est tellement classique que c'est pas spécifique au labo. C'est quelque chose qu'on rencontre partout. Donc, ce n'est pas spécifique à un chercheur, je pense pas. Je ne pense pas avoir rencontré, par exemple, des hiérarchies qui sont principalement masculines. Hein. J'ai fait le compte, je me suis dit, mais oui, en fait, presque tous mes chefs étaient des hommes, mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir à souffrir
de discrimination, de sexisme particulier. J'ai jamais eu ce sentiment-là. De devoir en faire plus, peut-être, un petit peu, de temps en temps. Voilà. Mais c'est aussi ce qui est dit dans beaucoup de métiers. Oui, complètement. Ça a été un des grands take-away de la conférence de la semaine dernière sur les carrières scientifiques des femmes. C'est que finalement, tout le monde revendique à ce stade le droit à la médiocrité. Et peut-être à une certaine forme aussi de médiocrité au sens le plus classique, c'est-à-dire juste d'être dans la moyenne, quoi. De ne pas avoir besoin d'être forcément exceptionnel. Mais je ne pense pas que ce soit spécifique au métier scientifique. C'est ça qui me... Ça, je suis d'accord. J'ai le sentiment que ça, c'est des choses qui se retrouvent un peu partout. Qu'est-ce que je pense des quotas? Eh bien, après, j'ai changé d'avis par rapport à quand j'étais plus jeune. Je trouve que les quotas, ben, c'est une bonne idée, en fait. J'ai été très longue à être convaincue. Mais voilà, des quotas dans les jurys de thèse, par exemple, des choses comme ça, ben, c'est très bien. Parfait, ça ne me choque pas. Peut-être qu'en tant que femme, je me pose plus la question de la légitimité. À chaque fois, je me dis, oh là là, on me demande ça, mais est-ce que je suis vraiment légitime? Donc ça aussi, ça se travaille. Et maintenant, j'arrête de me poser ce genre de questions. Voilà, j'arrive pas à m'imaginer en étant un homme, en fait. Donc, voilà. C'est totalement compréhensible. C'est une question à double tranchant. Jeanne, toi, ton avis sur la question? Alors moi aussi, j'ai réfléchi ce week-end et je pense que je suis toujours un peu partagée sur la question. J'ai pas peut-être encore pas la sagesse de Muriel et je suis encore un peu jeune pour accepter complètement les quotas. C'est une question sur laquelle je suis vraiment partagée parce que je trouve que c'est le fait de poser la question continue de pointer cette différence entre les hommes et les femmes. Alors que c'est vrai qu'on essaye de se battre contre ça. Mais du coup, ne pas la poser, ça pourrait essayer d'éviter d'en parler et de mettre quelque chose sous le tapis. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment partagée. Mais il y a quand même quelque chose que je me dis, c'est qu'on ne pose pas ces questions à un homme. Enfin, on n'aurait jamais posé cette question à un homme. Ça, c'est sûr. Que pensez-vous en tant qu'homme? Est-ce que vous, en tant qu'homme, le métier de l'entrepreneuriat, c'est différent ou ça serait... Oui, tout à fait. Une question qui presque n'a pas de sens en fait quand on remplace le mot homme par le mot femme. Et c'est ça, je pense, qui me met mal à l'aise. Voilà. Oui, mais je suis complètement d'accord avec toi, Jeanne. Et en revanche, quand je suis allée dans des réunions pour expliquer, par exemple, ce que c'était qu'un financement prématuration ou un financement maturation, qui sont des façons, en fait, progressives de nous faire aller vers l'entrepreneuriat, systématiquement, j'ai compté dans les salles, il y avait évidemment une grande majorité d'hommes. Donc, je vois bien que c'est un écosystème qui est très masculin. De là à dire qu'on est stigmatisé parce qu'on est des femmes, moi, je ne l'ai jamais ressenti. Je pense même, comme Morgane, ça peut être un atout. Oui, en tout cas, il faut qu'on soit maligne pour que ça le devienne. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais, Jeanne, et on pose rarement la question à ce qui est la norme, en fait. On renvoie pas les gens qui sont dans la normalité à leur propre normalité et à la différence, alors que des personnes qui sont en minorité, comme les femmes dans l'entrepreneuriat deep tech et dans l'entrepreneuriat tout court, sont parfois pointées du doigt. Donc, pointées du doigt pour les faire avancer, pour arriver à cette égalité, mais avec aussi l'aspect négatif que ça peut avoir. Donc, comme tu soulignes, cette perte de légitimité dans leur position d'entrepreneur en enlevant le côté femme tout court. Moi, j'ai aussi mon avis sur la question. Je pense que c'est quand même des sujets dont il faut parler parce que la problématique, c'est quand on n'en parle pas, les choses avancent pas. Mais c'est vrai que souligner cet aspect redondant aussi, parce que je sais que toi, tu es une femme entrepreneur à qui on pose souvent la question, parce que finalement, comme vous n'êtes pas nombreuses, ben, quand vous intervenez, on vous pose toujours la même question. Donc, ça peut aussi avoir ce côté un peu agaçant. Mais c'est vrai que je voulais pas ne pas la poser, je voulais pas la retirer parce que pour moi, elle est importante, mais je comprends ton point de vue. Et Morgane, c'est vrai que tu avais un point de vue qui était aussi intéressant
sur le côté de retournement et le fait que finalement, être une femme, ça peut aussi être un avantage dans un secteur où vous n'êtes pas nombreuses et s'en servir comme un avantage. Donc, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. toi, Oui, est-ce que tu as eu l'impression à certains moments que ça t'a servi ou en tout cas, ça m'a pas desservi. J'ai jamais eu Ouais. sentiment que ça m'ait desservi en fait. Donc voilà. Du coup, oui, peut-être que ça a servi. J'ai jamais été embêtée du fait d'être une femme entrepreneur. Ouais, ça m'a. Après, statistiquement, on observe quand même des choses aussi et moi, je voulais un petit peu le rappeler parce qu'effectivement, individuellement, les expériences sont la somme d'expériences. On s'aperçoit que les banques prêtent moins. Alors, on ne sait pas à quoi l'attribuer. Les levées ne sont pas les mêmes. C'est toujours un mix, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les femmes tendent à demander moins, mais que de fait aussi, les financeurs leur donnent moins. On a des exemples d'expériences menées en double aveugle sur des business plans similaires. Si le nom en haut est celui d'un homme et si le nom en haut est celui d'une femme, dans la même agence, sur les mêmes chiffres, on n'a pas les mêmes montants. montants. Donc on s'aperçoit aussi que après il y a des choses qui évoluent parce qu'il y a des sujets qui se normalisent. Moi qui accompagne, enfin ça fait une dizaine d'années que j'accompagne des projets, je m'aperçois qu'il y a une ouverture beaucoup plus forte, notamment sur les dimensions en santé où on peut aborder des sujets beaucoup plus vastes parce qu'il y a des choses qu'on sait aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est aussi une des complexités de cet écosystème, c'est que tout est un peu lié. Mais on est réjoui quand même que tout le monde n'ait pas des expériences atroces, vous voyez? Oui. Et en fait, bon. on ne promeut pas le fait que les femmes ont des expériences horribles et qu'il faut se battre contre. Et on est contente quand des personnes qu'on interroge ont eu un chemin plutôt facile, mais on pose toujours la question parce que notamment pour nous qui sommes spécialisés dans l'accompagnement féminin et d'équipes mixtes, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, l'écosystème deep tech, il est plus qu'en construction et il y a quand même beaucoup de choses qui se font en France pour accompagner les entrepreneurs. Est-ce que si vous pouviez aujourd'hui changer quelque chose, ajouter quelque chose dans cet écosystème, vous le feriez? Est-ce que il y aurait des modifications ou des améliorations, ne serait-ce que dans l'accompagnement des entrepreneurs? Qu'est-ce que vous en pensez, Jeanne? Moi, je pense que vraiment au niveau de l'accompagnement de l'entrepreneuriat, en particulier deep tech français et peut-être aussi en Île-de-France, en fait, je vois pas grand-chose à changer aujourd'hui parce que moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment été super soutenue en fait, il y a quand même pas mal de formations, de séminaires que j'ai pu suivre et qui étaient organisés par différents incubateurs, différentes formations, etc. Je pense au Willa Boost, à Deep Tech Founders, à HEC Challenge Plus, etc. Et en fait, je pense que j'en ai suivi quand même pas mal durant une année avec Nicolas. Et on a vraiment trouvé que tout était hyper complémentaire et nous a vraiment apporté quelque chose de différent à chaque fois. Et donc ça, je trouve que vraiment, c'est hyper riche, où j'ai pu vraiment sortir de finalement un milieu qui est aussi très académique et aussi très, très riche en formation, etc., où je pense que j'ai été bien formée, mais sortir aussi rapidement d'un environnement dans lequel je travaille, j'étudie depuis plus de 10 ans. Et ça n'a pas été finalement une étape si insurmontable. Et puis même au niveau des financements, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place au niveau régional, au niveau national. Et c'est vrai que la société Everzone, on a pu en bénéficier. Donc pour le coup, vraiment en termes d'accompagnement sur l'écosystème, sur le financement, etc., je pense qu'on est déjà à un niveau très, très élevé. Oui, je suis d'accord. Morgane? Oui, moi je rejoins Jeanne et d'autant que voilà, moi j'ai déjà participé à une aventure en 2007. Là, on crée CB Life en 2019 et je vois bien l'évolution.
on était assez bien accompagnés en région Bretagne en 2007 et c'est vrai que là, en 2019, encore plus quoi, avec le réseau des technopoles, les différentes associations, je pense à Biotech Santé Bretagne, tous les incubateurs qui sont mis en place, les formations dont on peut bénéficier. Et oui, je trouve que l'accompagnement s'est beaucoup amélioré. On peut aussi avoir des aides, des subventions auprès de la région et des accompagnements pour monter les dossiers. Donc oui, je trouve qu'on est bien et de mieux en mieux accompagné. Et si je peux juste ajouter un point, c'est que je trouve aussi que, enfin, je pense au niveau du gouvernement, il y a eu quand même cette volonté depuis pas mal d'années de valoriser cet écosystème entrepreneurial et en particulier l'écosystème entrepreneurial des doctorants, enfin des doctorants et des docteurs, parce qu'il y a forcément une problématique de postes dans la fonction publique aussi, post-doctorat, post-doctorat, enfin post-doctorat ou post-doctorat. Et ça, tout le monde, enfin, je pense que le milieu de la recherche académique le sait. Et donc, c'est vraiment, je pense, une porte de sortie aussi pour les doctorants qui est vraiment une belle opportunité. Et je pense que le premier soutien, et à mon avis, il faut quand même le dire, c'est Pôle emploi, quoi, parce que dans mon cas, j'ai fini ma thèse, j'ai eu un contrat de postdoc pendant 1 an et j'ai pu vivre pendant 1 an sur le chômage parce qu'il y a des dispositifs, soit pendant 2 ans on touche le chômage, soit on peut avoir une avance sur les 2 ans, etc. Et ça aide quand même à la création d'entreprise. C'est quand même quelque chose qui est hyper important et qu'il faut vraiment souligner, je pense. C'est vrai qu'on a tendance à souvent être critique du système en tant que Français, mais on bénéficie d'aides assez importantes et notamment Pôle emploi et ce dont tu parles, les 2 ans qui te sont donnés d'un coup. C'est justement quand tu crées. Ouais, c'est justement quand tu crées ta société, tu as l'opportunité de demander auprès de Pôle emploi une somme qui est l'équivalent en fait de ton indemnité pendant 2 ans et qui va te permettre de créer ta société. Et c'est non négligeable quand tu es entrepreneur. Ça, c'est certain. On s'aperçoit qu'il y a eu une avancée récente aussi avec la nouvelle loi Pacte. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le réseau Curie qui fait très bien son boulot fait une journée dédiée de formation à la loi Pacte. Mais c'est dire la densité est dédiée à l'appui entrepreneurial aux chercheurs, jeunes docteurs, enfin doctorants, docteurs, voire en poste, et les opportunités qui sont offertes. Et là, il y a une vraie levée de verrou pour permettre aussi un parcours proche de peut-être de celui de Muriel. Et en tout cas, on sait que c'est des projets, notamment en deep tech, où on va avoir besoin d'équipes. Et donc, ça ouvre des opportunités aussi très, 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 très importantes. Notamment sur l'actionnariat, sur un certain nombre de choses qui permettent aux instituts de recherche de continuer à financer des chercheurs qui font avancer des startups. Donc, il y a une vraie volonté même d'aller vers du scale-up deep tech avec des moyens. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Je finirai par toi, Muriel. Je sais que tu avais une petite chose qui pourrait être ajoutée dans la je rejoins tout à fait ce qui a été dit par vous toutes. J'ai moins d'expérience, donc je ne peux pas comparer comme Morgane l'a fait avec les années antérieures, mais clairement, on est très, très aidés. Moi, par exemple, j'ai été très, très aidée par l'INRA et par l'INRA et Transfert qui ont payé la formation, par exemple, qui m'ont autorisé à m'absenter du labo pendant 2 mois pendant cette formation, alors que je continue à être payée. Clairement, il y a des dispositifs aussi au sein de mon institut pour que je dédie 30 à 40% de mon temps à l'émergence de ce projet. Donc, on est extrêmement soutenu à la fois par l'écosystème Deep Tech dont parlaient Jeanne et Morgane et qu'elles connaissent moi, mais aussi au niveau d'un institut. En tout cas, l'Institut INRAE est vraiment un très, très fort soutien. Après, peut-être ce que je me dis, c'est ce qu'on pourrait peut-être améliorer, c'est essayer de favoriser encore plus la rencontre entre
les chercheurs et toutes ces structures en fait de formation, de valorisation, tout ce que vous appelez l'écosystème. Parce que si je me replace il y a 2 ans, c'était difficile de comprendre prématuration, maturation, incubation. Alors maintenant, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Mais par exemple, sur le site de Jouy-en-Josas, je pense qu'on est assez peu nombreux. Peut-être même, je suis un peu la seule, alors qu'il y a 1000 personnes sur le site à avoir fait, par exemple, une formation d'incubation. Et ça, je pense que c'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas bien ou parce que, voilà, et je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus favoriser l'entrée dans les labos, tout simplement, aller voir les gens dans les labos, etc. Parce qu'en général, dans les labos, on aime bien ce qu'on fait, donc on court après les derniers résultats, la dernière manip, la dernière centrée qui est cassée, voilà, et voilà. Et en fait, je pense que c'est pas mal d'essayer de casser un peu ces murs virtuels, hein, et d'aller rencontrer plus les gens dans les labos. Donc, favoriser une espèce de sensibilisation, renforcer des chercheurs et chercheuses à l'entrepreneuriat et acculturer notamment au vocabulaire de l'entrepreneuriat, le vocabulaire spécifique start-up qu'on a dû tous apprendre en rentrant dans cet écosystème. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà, Muriel, c'est juste ça, mais c'est aussi parce que je suis dans un environnement scientifique, donc je vois bien qu'il y a encore peut-être des liens qui pourraient être renforcés et des échanges qui pourraient être renforcés. Après, une fois de plus, hein, dans l'Institut, dès que j'ai demandé à différents chefs si je pouvais faire ça, c'est pas que j'ai été soutenue, c'est que j'ai été envoyée dehors pour le faire. Non, mais voilà, c'est... Jeté dans l'incubateur. On arrive doucement mais calmement à la fin des longues questions que je vous avais préparées. Et du coup, une question assez simple de clôture avant de laisser la parole aux spectateurs et spectatrices si jamais eux ont leurs propres questions. Est-ce que vous auriez des conseils, un conseil à donner aux futurs entrepreneurs et entrepreneurs et entrepreneurs tout court masculins qui voudraient se lancer dans un projet et dans une start-up deep tech? Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Bon, mais Morgane, vas-y. Alors oui, moi, le conseil, il faut y croire, hein, il faut y croire en son projet parce que ce n'est pas un chemin tout à fait simple. Il est semé d'embûches, on se prend quelques murs souvent et voilà, ce que je dis, la métaphore que j'utilise, c'est qu'il faut transformer ces murs en marche. Voilà, il faut prendre sur soi et passer ces étapes et utiliser toutes ces difficultés pour grandir et arriver le plus loin possible dans le développement de son projet. Il faut persévérer. Beau message. Muriel? Moi, ça va être assez court. C'est oser penser une idée jusqu'au bout. Joli ça. Ouais, c'est très joli. Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur d'y aller, et même si c'est un chemin qui n'est pas forcément toujours agréable et facile. Moi, ma métaphore, c'est plus la chenille qui essaye de se transformer en papillon. Et je ne sais pas si je suis devenue un papillon, je sais pas si, mais je pense, à savoir voler. Et c'est vraiment, voilà, ça m'a toujours paru très inaccessible au début, avant de me lancer dans l'aventure, où j'avais vraiment l'impression qu'il fallait avoir l'idée et l'idée de génie. Et en fait, je pense qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et puis de toute façon, on en sort, je pense qu'on est vainqueur dans tous les cas de cette aventure, parce qu'on apprend tellement de choses d'un point de vue de tout, de soi, d'un point de vue humain, de l'équipe, que c'est vraiment génial, quoi. Donc, faut pas avoir peur d'y aller. C'est une très belle clôture. Ne pas avoir peur, se lancer,
aller jusqu'au bout de ses idées. Et quoi qu'il arrive, c'est une belle aventure. Ouais, on en est persuadé. Nous, c'est aussi pour ça qu'on accompagne des entrepreneurs dans la réalisation et la projection de leur idée dans la réalité. Et on trouve que c'est toujours magique des projets qu'on voit mûrir et grandir pour se développer et impacter sur la vie des individus. Merci beaucoup à toutes d'être venues pour cette d'être venues, de vous être connectées pour ce webinaire. Est-ce que certains spectateurs, spectatrices ont des questions à nous poser, que ce soit dans le chat ou que ce soit à l'oral? N'hésitez pas. Si vous souhaitez intervenir et poser une question, c'est le moment. Je crois qu'on est avec des personnes assez timides ce soir, ou peut-être qu'on a répondu à toutes les questions. Quand même très clair. Oui, c'est vrai qu'on a été très clair. Ben, écoutez, je pense que du coup, on va s'arrêter là. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Non, personne. Je vous remercie vraiment toutes les trois pour ces réponses éclairantes et aussi inspirantes sur le sujet et sur la création de startups dans le domaine de la deep tech. J'espère que ces échanges vous auront plu. En tout cas, nous, on les a trouvés très enrichissants. On va mettre en lien la conférence pour qu'elle soit disponible sur le plus grand nombre, par le plus grand nombre sur YouTube. Et on vous souhaite à tous une excellente fin de journée et un très bon début de soirée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.